Alors, je vais vous parler en très peu de mots des principes généraux de la protonthérapie. Le titre de notre présentation de cet après-midi est quand même un petit peu prétentieux. On n'arrivera pas à vous dire tout sur la protonthérapie en une soirée, et de loin pas. Donc cette introduction va être extrêmement simple, et les spécialistes de la question, bien entendu, n'y trouveront peut-être pas leur intérêt. Alors, tout le monde sait qu'on fait de la radiothérapie avec des radiations ionisantes. Dans la plupart des cas, ces radiations ionisantes sont des rayons X, dans l'immense majorité des cas. Et tout le monde sait aussi que les rayons X traversent entièrement le corps humain. C'est bien pour ça qu'on s'en sert depuis plus d'un siècle pour faire de la radiologie. Il faut bien que ça traverse pour faire une image. Et on s'en sert aussi en radiothérapie. La protonthérapie, à cet égard, est quelque chose de tout à fait différent. Et vous voyez sur cette image ce qu'est un faisceau de protons. Un faisceau de protons, c'est une entité qui va rentrer dans la matière et le corps du patient, très peu diffusé, comme vous le voyez sur cette image, et concentrer le dépôt d'énergie en fin de parcours et s'arrêter. Ce parcours très particulier, qui est décrit par les physiciens comme étant le pic de Bragg, et vous allez voir une image historique, puisque ça, c'est le pic de Bragg historique du faisceau de protons de haute énergie d'Orsay, tel qu'il a été mesuré à la fin des années 80, pour préparer l'ouverture de ce centre, comme cela a été dit tout à l'heure par le professeur Mahé. Vous voyez que la partie initiale du dépôt d'énergie, qu'on appelle le couloir d'entrée, est très faible, et qu'en fin de trajectoire, vous allez avoir très brutalement une augmentation du dépôt d'énergie, et ceci va culminer en un pic qu'on appelle le pic de Bragg, et après vous n'avez pratiquement plus aucune énergie qui est déposée, les protons s'arrêtent et la dose tombe à zéro. Ceci représente un avantage extrême puisque ça permet d'une manière générale de concentrer la dose à une certaine profondeur qu'on peut choisir en fonction de l'énergie des protons et en modélisant le parcours des protons dans la matière vivante. Et ce que vous voyez sur cette image, la première figure très colorée au milieu en haut à droite correspond à un faisceau de protons modélisé, formaté si vous voulez, pour réaliser le traitement d'un patient. Car en effet, le pic de Bragg que je vous ai montré tout à l'heure est bien incapable de traiter une tumeur qui n'a pas une épaisseur très fine et qui a un certain volume. Il faut donc constituer un faisceau qu'on appelle le pic de Bragg étalé, et ce faisceau, eh bien, il va être obtenu par l'addition d'une série de pics de Bragg de moins en moins profonds, avec les couloirs d'entrée qui vont s'additionner, et ça vous donne cet outil d'irradiation qui a l'avantage d'être très peu diffus sur les bords et de s'arrêter, comme on l'a dit tout à l'heure, à une certaine profondeur. Vous voyez que les rayons X se comportent de manière tout à fait différente, avec une atténuation progressive, une traversée complète de l'organisme ou du segment anatomique qui est traité, et malheureusement l'essentiel du dépôt de dose à la porte d'entrée. Alors vous voyez en bas sur cette figure qui est assez connue, la différence si on voulait traiter une tumeur centrale de la base du crâne par un faisceau unique de photons, ce qu'on ne fait pas, rassurez-vous, mais ça vous montre la traversée des photons au niveau du crâne et le dépôt de dose à l'entrée plutôt qu'à la profondeur souhaitée. Inversement, un faisceau de protons, un seul, là aussi on peut en utiliser plusieurs, mais un seul va déjà avoir une discrimination anatomique du dépôt de dose bien meilleure, une dose à la porte d'entrée beaucoup plus faible et une conformation du front profond des protons en fonction des calculs de trajectoire qui va épouser la forme du volume à traiter. Voilà donc, si vous voulez, l'essentiel des caractéristiques physiques de ce faisceau. Et dans l'utilisation actuelle de la radiothérapie, vous voyez sur cette image les différentes manières d'utiliser les photons X à gauche. D'abord, la radiothérapie tridimensionnelle en 3 dimensions, donc conformationnelle, pardon, où on utilise des faisceaux concurrents qui vont se croiser au niveau de la lésion, mais vous voyez que ça fait quand même un volume de tissu sain autour de la lésion qui est relativement conséquent. On a fait d'énormes progrès en modulant l'intensité des rayons et en obtenant déjà une conformation bien meilleure, mais c'est au prix de la multiplication des faisceaux qui vont concourir au traitement du patient.
Et puis, je dirais l'extrême de cette démarche, c'est la tomothérapie où le faisceau tourne carrément, complètement, fait une révolution complète autour du patient avec un avancement progressif du patient. Et vous avez de cette façon-là une très bonne conformation des hautes doses, mais une irradiation, un bain d'irradiation dans l'ensemble de la section de l'organisme. À droite, vous voyez que les protons, eh bien, se comportent tout à fait différemment. Le faisceau s'arrête, comme on l'a dit, à une certaine profondeur, et on a une diminution drastique de la dose intégrale délivrée à l'organisme. Et ça, c'est un élément majeur de l'intérêt des protons. Alors, ces protons vont nous permettre de repousser deux des limites majeures des rayons X, mais vous voyez, ce n'est pas les neutraliser, c'est juste les repousser. Donc, c'est un progrès qui n'est pas complet, mais c'est un progrès. Repousser ces deux limites majeures des rayons X, à savoir l'insuffisante efficacité des rayons X par rapport à certaines tumeurs. La distribution de doses que l'on vient de montrer permet d'augmenter la dose à certaines tumeurs. C'est ce qu'on appelle en radiothérapie l'escalade de dose. Et cette escalade de dose va mettre à la portée de la radiothérapie une probabilité de guérison plus importante pour des tumeurs radiorésistantes et changer d'une manière tout à fait conséquente l'avenir de certains patients. Mais en même temps, la qualité du dépôt de dose que vous avez vu permet de réduire de manière très importante la dose parasite que reçoit l'organisme grâce à ce pic de Bragg. Et de cette façon-là, on va pouvoir réduire de manière importante la dose délivrée au patient. Alors, cette réduction, c'est à la fois un avantage et, je dirais, la condition de l'escalade de dose, mais c'est aussi la possibilité de réduire la toxicité à long terme de la radiothérapie pour les patients. Et donc, quelque part, dans les indications qui vous seront présentées tout à l'heure par le docteur Le Sueur, vous allez trouver à la fois des indications où on va exploiter l'escalade de dose et des indications où on va exploiter la réduction de la dose intégrale au patient pour assurer une meilleure radioprotection de celui-ci. Et puis, dans un certain nombre de cas, troisième catégorie, intersection des deux premières, des situations où on va utiliser les deux, augmenter la dose tout en ayant la possibilité de réduire la toxicité du traitement vis-à-vis du patient. Vous voyez sur cette image le résumé de tout cela. La conformation des rayons X aujourd'hui est très bonne. Vous le voyez sur la partie haute de cette figure, qui est notée IMRT pour modulation d'intensité en radiothérapie classique, photonique. Mais vous voyez aussi le bain d'irradiation qui est imposé à ce patient, à l'exception d'une toute petite protection qui a été complète au niveau des yeux. Dans la partie inférieure, le même traitement en protons, vous voyez de toute évidence l'épargne de dose qui est permise et, si c'était nécessaire, l'escalade de dose qui serait à ce moment-là autorisée. Ceci peut être mesuré de manière tout à fait objective avec les outils d'évaluation des plans de traitement dont on dispose. Ici, vous avez, pour les non-spécialistes, ce que l'on appelle un dose-volume-histogramme, qui est une statistique de la distribution des doses des organes à risque, des tissus sains, et bien entendu à la tumeur. Et on voit que grâce à la protonthérapie, on peut déprimer les courbes qui indiquent le dépôt de dose, qui indiquent le cumul de doses dans les tissus sains. Et ça permet d'avoir une mesure objective que l'on peut exploiter avec des modèles biomathématiques pour calculer des probabilités de toxicité qui peuvent bien entendu conduire à une décision objective et opposable de l'utilisation de la protonthérapie. Et cette démarche que je viens de décrire, mesures physiques, modèles biologiques, pour pouvoir mettre en évidence une différence de toxicité, est la base qui a été choisie en Hollande, par exemple, pour accepter et rembourser des indications de radiothérapie, de protonthérapie. Alors, ces caractéristiques de la protonthérapie, ça sera illustré tout à l'heure, en fait le traitement de choix en pédiatrie. Toutes les caractéristiques que je viens de vous décrire conduisent évidemment à proposer ces traitements lorsqu'on a besoin d'irradier un enfant. En France, il y aurait environ 400 enfants à irradier par an qui pourraient être éligibles pour la protonthérapie sur les 600 enfants qui nécessitent une radiothérapie. Et je profite de cette présentation pour vous dire qu'en Normandie, depuis 2020, la totalité des enfants qui ont besoin d'une radiothérapie et qui peuvent être éligibles à une protonthérapie reçoivent cette protonthérapie. Nous avons une collaboration extrêmement étroite avec les CHU de Caen et de Rouen qui nous adressent leurs jeunes patients et les statistiques montrent que nous avons 100% de ces cas qui, lorsqu'ils sont éligibles, sont traités par protonthérapie. Je pense que c'est une situation assez unique et qui mérite d'être soulignée.
Et aujourd'hui, il y a un consensus qui se renforce tous les jours pour l'utilisation de la protonthérapie en pédiatrie, notamment par rapport à ces risques tardifs, voire très tardifs, notamment de cancers secondaires, qui sont étudiés de plus en plus avec des surveillances à long terme. Je passe sur ce sujet. S'il y a des questions, on pourra y revenir. Alors, comment peut-on arriver à un centre de protonthérapie? Eh bien, il y a encore quelques années, une protonthérapie haute énergie pour une tumeur relativement profonde, il n'y avait qu'un seul centre en France qui pouvait la proposer, c'était le centre de protonthérapie d'Orsay. À Nice, qui a ouvert en même temps, on disposait d'un faisceau de plus faible énergie et qui était limité au traitement oculaire. Donc les choses étaient très simples. Il y a quelques années, il suffisait de s'adresser à l'Institut Curie et de savoir si on avait une place. Maintenant, les choses sont un peu plus compliquées. Il existe 3 centres. Ces centres ont une répartition tout à fait particulière, puisqu'il y en a à l'extrême sud-est du pays, un au nord-ouest et puis un au centre, ou presque au centre, en tout cas à Paris. Et donc, il faut que les patients arrivent jusqu'à ces centres. La file active des centres, leur nombre de salles qui permettent de traiter les patients ne sont pas tout à fait égales, et donc il y a une problématique nationale de gestion d'une file active de patients et d'un accès à cette technique de radiothérapie. Et c'est pour cela qu'il a été demandé par la Société française de radiothérapie oncologie de mettre en place un outil qui permette d'adresser les patients au centre, au pluriel, de protonthérapie, de telle sorte que tous les patients puissent avoir une chance d'avoir accès à cette technique, et ceci en saturant de la manière la plus utile possible les plannings des 3 centres. Alors vous voyez sur cette image la statistique de recrutement du centre de Caen qui est pratiquement pure. C'est une statistique qui porte sur un peu plus de 100 patients, qui sont presque tous des patients qui ont été traités à Caen. Et vous voyez que le recrutement, eh bien, il est essentiellement régional. Si on avait la statistique de Nice, je pense qu'on aurait une tache bleue dans le sud-est de la France, et l'Institut Curie qui doit recruter de manière un peu plus homogène au niveau français. Mais on est loin de couvrir la totalité des besoins, et la capacité de mettre en évidence l'origine de nos patients est cruciale pour développer cette technique. Ça nous permet aussi de savoir quels sont les patients que l'on traite. Ceci sera développé plus avant par le docteur Le Sueur dans un moment. Mais vous voyez sur cette statistique, qui est celle des 8 derniers mois des patients traités à Caen, et qui reflète bien ce qu'on a fait depuis le début de notre activité, nous voyons qu'il y a grossièrement 3 groupes de tumeurs, des tumeurs très fréquemment représentées, méningiome, tumeurs de la tête et du cou et des tumeurs de l'hypophyse. Un groupe un peu moins fréquent qui sont essentiellement les fameuses indications électives de la protonthérapie, chordome, sarcome de la base du crâne, et puis des indications plus rares. Pour pouvoir utiliser cette plateforme d'adressage, une application web a été mise en place, qui a été développée par la société Aquilab, et qui est accessible à partir de la feuille d'accueil, la page d'accueil de la Société française de radiothérapie oncologie, du site web de la SFRO. Sur cette page d'accueil, vous trouvez le symbole de ProtonShare qui se trouve en bas à droite, c'est le nom de cette plateforme. En cliquant sur cette icône, vous pouvez avoir accès à la plateforme, et cet accès, eh bien, il est complet si vous êtes inscrit, bien entendu. Ce n'est pas un accès public. Pour l'instant, c'est réservé au monde médical, mais ça vous permet de déposer un dossier avec une histoire clinique, une imagerie, et de solliciter, dans un ordre que vous choisissez, les 3 centres de protonthérapie, successivement. Si le premier est saturé ou ne peut pas prendre votre patient en charge, ça peut être le deuxième, etc. Et vous avez des réponses qui sont données de manière, je dirais, avec une chronologie serrée qui est imposée par le système automatique de la plateforme. Cette plateforme a été mise en fonction en octobre, officiellement en octobre l'année dernière, au moment du congrès des SFRO, depuis un peu plus longtemps quand même, depuis juillet. Pour l'instant, son utilisation est très lente. Nos confrères l'utilisent peu, et nous avons encore un gros travail devant nous pour rendre plus populaire le recours à cette plateforme. Concernant les développements qui sont attendus, eh bien, malgré effectivement l'ancienneté de la protonthérapie, donc pratiquement 70 ans, comme l'a souligné le professeur Mahé tout à l'heure, on a encore beaucoup de travail parce que les centres sont encore peu nombreux, relativement peu nombreux. Les espoirs et les caractéristiques de ce faisceau sont très importants, et donc pour nous, les prochaines étapes sera de développer certaines indications de pédiatrie de manière plus avant, notamment l'irradiation du névrax, qui est probablement la meilleure indication de protonthérapie pédiatrique qu'on puisse imaginer,
mais elle est techniquement très complexe. Donc pour nous, c'est un progrès à conquérir. C'est déjà en bonne voie dans les centres associés aux nôtres, à Paris et à Nice. Par ailleurs, nous avons tout un programme de recherche qui va se développer et qui va porter sur des possibilités de comparaison de traitement et de développer des modalités de choix a priori des bonnes indications à partir des caractéristiques radiologiques et médicales des patients. C'est un des éléments du programme de recherche en hadrothérapie qui s'appelle ARCAD. Donc là, on dépasse la protonthérapie pure. La protonthérapie fait partie de l'hadrothérapie, mais l'hadrothérapie va plus loin. Ce centre qui s'appelle le bâtiment Cyclades, le centre Cyclades, c'est là que sont traités nos patients en protonthérapie. Ce centre, comme certains d'entre vous le savent, va accueillir dans quelques années une autre modalité qui sera un cyclotron capable d'accélérer des ions carbone. Et à partir de là, on rajoutera un élément supplémentaire à notre panoplie de traitement. Et les ions carbone ont un avantage balistique similaire à celui des protons, comme vous le voyez sur cette image, mais avec une efficacité biologique bien plus grande, ce qui nous ouvrira encore de nouvelles portes en matière de traitement. Cette recherche s'inscrit dans un contexte national. Beaucoup d'équipes en France s'intéressent à l'hadrothérapie et à la protonthérapie, presque une trentaine environ actuellement. Et il y a depuis plusieurs années un programme de recherche qui a été mis en place avec plusieurs domaines de recherche, dont certains sont animés à Caen, d'autres dans d'autres villes, Lyon, Nice, Toulouse, Paris, Strasbourg, Clermont-Ferrand, Grenoble, etc. Et donc, dans ce contexte, vous voyez qu'en plus des centres de protonthérapie, il y a des équipes de recherche qui sont fédérées par ce programme et on espère que dans les années qui viennent, toutes ces équipes pourront avoir un accès privilégié aux faisceaux d'ions et d'hadrothérapie à Caen pour mener leurs expériences dans un hôtel à projet qui est en fait le sens même du projet ARCAD à Caen et qui se développe progressivement actuellement. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Si vous avez quelques questions brûlantes, on peut y répondre. Sinon, je passerai la parole sans trop tarder à Paul Le Sueur, qui vient.